sur le comptoir de la psychologie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode spécial puisque je suis accompagnée pour cet épisode. Je suis accompagnée de Lara, qui est psychologue et qui va partager sa réflexion avec moi sur le cadre. D'emblée, je veux remercier Doctolib, puisque c'est Doctolib qui sponsorise cet épisode, et donc qui permet l'échange avec Lara. C'est Doctolib qui nous a mis en lien, et on a été très bien accueillis dans un cadre justement très agréable pour pouvoir échanger sur cette thématique-là. L'épisode sera en 2 parties, pour plus de confort d'écoute, comme ça vous pouvez l'écouter à la suite, ou justement prendre 2 temps séparés. Cette première partie aborde plus particulièrement la question du lieu, de notre cadre, de notre profession, de l'accueil d'un patient. Et en seconde partie, on arrive un petit peu plus sur la question de l'argent dans une thérapie, dans une rencontre avec un ou une patiente. Je vous laisse donc tendre l'oreille et je vous souhaite une très belle écoute. À de suite. Bonjour Lara. Bonjour, merci de m'inviter. Mais merci à toi de venir enregistrer ce podcast avec moi. C'est toujours un exercice particulier dans notre pratique qu'on connaît pas forcément. Et donc c'est un plaisir de pouvoir entendre une autre réflexion, une autre idée sur aujourd'hui la thématique du cadre. Donc peut-être dans un premier temps, je te laisse te présenter comme tu as envie. Ok, merci. Je m'appelle Lara Dussossois, je suis psychologue clinicienne. Je travaille essentiellement avec des adultes. J'ai commencé ma pratique clinique dans une asso d'aide aux victimes de violences conjugales. Donc c'était en Picardie. Et vivant en région parisienne, c'était un petit trajet. Et ça a été très instructif, très chouette. Et ça m'a fait toucher du doigt un petit peu la violence psychique, comment ça se passe, quelles sont les conséquences, les manières dont ça peut survenir. Donc j'ai pas mal travaillé avec les violences psychiques d'abord dans le cadre des violences conjugales, de nos jours aussi dans le cadre de burn-out, de harcèlement au travail, de choses comme ça. Donc voilà, dans ma pratique quotidienne, je travaille beaucoup avec des thématiques d'anxiété et des thématiques de violence psychique. Donc là maintenant tu es exclusivement en libéral ? Oui, maintenant je suis exclusivement en libéral. Ok. Ben justement au moins c'est typiquement la place où je trouve on questionne d'autant plus la question du cadre, puisque par rapport à l'institution, je trouve que l'institution a quand même tendance aussi à modeler un cadre dans nos pratiques. Et l'exercice libéral, c'est quand même la création aussi de notre cadre, que ce soit le cadre interne, le cadre externe. Pour toi, justement, pourquoi le cadre ? Alors, pour moi, le cadre, c'est le plus grand outil du psychologue. C'est magique. Le cadre, c'est ce qui me permet de créer un environnement sécure, je sais pas si ça se dit en français, sécurisant, pour un patient. Et donc le cadre, c'est forcément, pour moi c'est d'abord un moment. C'est un moment où je me décentre un petit peu de Lara pour devenir présente pour la personne que j'accueille. Et bien sûr que je continue à avoir des connaissances, des ressentis de Lara, mais j'en suis un petit peu déconnectée. Je suis essentiellement là pour la personne. Donc bien évidemment, je peux pas faire ça H24. C'est d'abord un moment. Et ensuite, un lieu, ça va la plupart du temps, la grande majorité du temps, être le bureau. Et c'est aussi, justement, cette définition de un moment et un lieu où je suis disponible pour cette personne. Il y a la notion de distanciation émotionnelle, sur laquelle on aura probablement des choses à dire. Il y a la question de respect. C'est un moment où, je suis disponible, j'ai envie de dire à 100% pour la personne. Et je pense que c'est essentiel pour travailler. C'est la disposition d'esprit dans laquelle je suis.
Et c'est la disposition d'esprit dans laquelle je suis en tant que professionnelle. C'est pour ça que, j'avais une super prof. Si Madame Castillo m'entend, tous mes respects et mes meilleurs souvenirs, qui disait que si on termine de bosser à 18h, on dépose son cerveau de psychologue dans le vestiaire et on rentre à la maison. Et c'est ça, je peux pas être psychologue, clinicienne avec mes proches, parce que avec mes proches, je suis là. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on entend la notion de cadre, on a l'impression que ça serait une façon de rigidifier notre pratique, comme si on était tous un petit peu obsessionnels, comme ça, qu'on était attachés à un cadre. Alors qu'en réalité, justement, ce cadre-là, c'est ce qui va permettre, en fait, de déployer la thérapie, de aussi être au clair avec ce qui fait fonction de psychologue, comme un petit peu plusieurs énoncés qui sont de l'ordre du lieu, du temps de la séance, du paiement de la séance, etc. Et c'est aussi ce qui va nous permettre de travailler. Et que un ou une patiente puisse se sentir libre aussi de venir avec tout ce qu'il est, tout ce qui lui arrive, tout son vécu, et que c'est bien parce que c'est un espace qui est différent d'un espace avec un ou une amie où justement la question de la symétrie est plus présente, puisque quand on parle à un ami, souvent après on est dans une position d'écoute, etc. Là, on peut amener, et le psychologue va pouvoir permettre de créer cet espace, cet environnement où les choses vont pouvoir se créer, se déployer. Tout à fait. Et puis le cadre, on a une liberté dans sa création. Bien sûr. Typiquement, alors je suis pas psychanalyste, mais certains psychanalystes vont travailler avec le divan, et c'est quelque chose d'emblématique dans la représentation qu'on se fait du psy. Mais et c'est aussi quelque chose, ça va être un point de repère, un outil de travail avec lequel certains choisissent de travailler et d'autres pas. Moi, je travaillais en face à face, donc avec un contact oculaire, mais chaque praticien choisit son cadre en fonction de son référentiel théorique, en fonction de qui il est, en fonction de son patient. Donc je pense pas que ce soit quelque chose d'hyper rigide, c'est quand même quelque chose d'assez choisi. Oui. Donc on a une certaine liberté. J'ai envie de dire, c'est comme un mariage, il y a une forme de rigidité, mais c'est quand même de nos jours quelqu'un qu'on a choisi, et c'est pas forcément vécu comme une prison. Bien sûr. En fait, c'est un petit peu comme le cadre, moi je le vois un petit peu comme cette tierce personne qui organise et structure la rencontre, en fait. Tout à fait. C'est plutôt dans ce sens-là, et non, en effet, c'est pas rigide, dans le sens où, de toute façon, on est censé l'avoir quand même un minimum pensé, travaillé, aménagé dans la rencontre avec un patient, c'est-à-dire qu'en plus, on peut avoir tel cadre avec tel patient, et en même temps, le patient d'après, le cadre, il sera quand même différent. Parce que justement, en fonction du besoin, de la demande, de ce qu'on peut entendre, du côté du patient, on va pas se modeler de la même façon. Je trouve que le cadre, ça a ce côté où c'est aussi un garant de nous, notre fonction de psychologue, de comment on travaille, comment on la pense, et que c'est quelque chose qui, tout au long, de toute façon, de notre carrière et de nos rencontres, peut d'ailleurs évoluer. Et c'est vrai que pour certains, ça va être le cadre, divan-fauteuil, d'autres, en face à face, etc. Je sais que j'avais entendu quelqu'un qui disait, j'arrive plus à me souvenir le nom, mais qui disait, de toute façon, la thérapie, ça fonctionne si vous fonctionnez. Et l'outil aussi, il n'y a pas de meilleur outil, à part celui qu'on maîtrise le mieux aussi, celui avec lequel on est le plus à l'aise, donc que ce soit dans la rencontre, dans un certain nombre d'énoncés, de structures qui font qu'on peut recevoir le patient dans telle condition ou dans telle autre. Et je trouve que c'est intéressant, justement, le fait que, en même temps, c'est un cadre qui est sérieux, rigoureux, et en même temps qui peut être assez élastique, en fonction, justement, de ce qui se présente à nous. Tout à fait. Est-ce que toi, tu différencies, par exemple, plusieurs cadres? Il y a le cadre un petit peu de notre pratique, il y a le cadre interne, le cadre théorique. Est-ce que toi, justement, tu penses à ces distinctions, ou est-ce que c'est quelque chose que tu englobes comme un tout? Ce serait plutôt englobé. Ouais. C'est quelque chose d'assez synthétique.
pour moi, c'est une disposition d'esprit. Et le truc, c'est le moment. Je sais pas si c'est quelque chose qui t'est arrivé, mais il y a un truc qui, je me suis rendu compte, m'agace énormément, c'est si un patient arrive avec même 2 minutes d'avance et qui m'apporte souvent entrouverte parce que je discute avec des collègues qui partagent le bureau d'à côté quand on n'est pas en consultation et donc ou pour des raisons de ventilation ou autre. Et si quelqu'un arrive 2 minutes en avance et toque et me voit et a envie d'entrer et de s'installer, je me sens heurtée, je me sens j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intrusif parce que je ne suis pas encore disponible. J'ai besoin de ces 2 minutes pour répondre à un email, pour organiser quelque chose, pour boire un verre d'eau, et pour me mettre dans le cadre. Et c'est au moment où je sors de ma pièce pour aller chercher mon patient, là je suis dedans. Mais 1 minute avant, j'y suis pas. Et c'est marrant parce qu'en plus, moi quand tu me racontes ça, je le vois justement comme une forme d'attaque du cadre. Parce que justement, les patients, si ça fait, je sais pas, des mois qu'on les reçoit et qu'à chaque fois on vient les chercher en salle d'attente, etc., ou que voilà, il y a cette règle qui est pas énoncée, mais en tout cas qui est vécue, qui est implicite, on rentre pas dans le bureau quand peut-être la séance d'avant n'est pas terminée, ou quand justement on n'est pas disponible. Je trouve que c'est intéressant, ce qui fait qu'un patient va venir intruser comme ça l'espace et se dire que la porte est entrouverte, donc tu es directement disponible pour lui. Alors, ça m'est jamais arrivé avec un patient que j'avais vu un certain temps. C'est pour, en général, des nouveaux patients qui sont un petit peu désorientés, où il y a pas de secrétaire à l'accueil, et donc ils ont envie de se présenter. Et s'ils voient que je suis là, c'est forcément que je suis disponible. Mais comme il y aura d'autres patients qui vont attendre à l'autre bout du couloir, et tant que tu vas pas les chercher, même pour la première séance, ils n'oseront pas du tout rentrer dans la salle d'attente. Alors que dans mon esprit, naïvement, il y a une salle d'attente. C'est évident qu'ils sont invités à s'installer dans la salle d'attente en attendant que je vienne le chercher. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Et oui, ça renvoie au cadre. Et donc c'est... Moi, c'est vrai que je différencie un petit peu quand même plusieurs types de cadres, même si ils sont pensés dans leur entièreté dans ma pratique. Mais je trouve que il y a le cadre, par exemple, plus théorique, qui est pour moi un petit peu comment on va s'imprégner de notre référentiel théorique, comment on va travailler aussi plusieurs concepts, un peu comme une valise, en fait, théorique qu'on va trimballer, qui d'ailleurs ne doit pas être figé, toujours travaillé, aménagé, mis un peu à notre sauce, dans le sens où on la questionne, on peut la critiquer, on peut la créer, la développer, exactement. Et pour moi, c'est ce qui me permet d'être imprégné aussi d'un certain nombre de savoirs et de connaissances plus théoriques. Et puis à côté, donc il y a ce cadre pratique, donc qui est la rencontre quand même avec la réalité, et donc toute la distance aussi que ça occasionne, parce que quand on est du côté des bouquins, on n'est pas du côté de la rencontre, et en même temps c'est parce qu'aussi on a pu être du côté de l'enseignement, de la formation, qu'on peut aller à la rencontre du patient. Et le cadre pratique, d'une certaine façon, c'est aussi ce qui peut être parlé avec le ou la patiente. C'est-à-dire que la question du non-jugement, de l'accueil de tout ce qui vient, donc moi je travaille beaucoup avec l'observation, l'association libre, etc. Donc ça je peux en parler aussi, du fait que l'espace est confidentiel, et que du coup ça ne sort pas aussi de ce bureau, et que cette parole leur appartient aussi. La question donc du lieu, mais aussi du temps de séance. Est-ce que c'est toujours le même créneau? Est-ce que c'est un créneau différent chaque semaine? Est-ce qu'ils seront toujours attendus? Est-ce que la séance est due si ils ou elles ne viennent pas? Voilà, en fait, on va pouvoir quand même mettre au travail cette rencontre, ou ce qu'on va faire ensemble. Parce que, alors ce cadre, ça veut pas dire qu'il vient dès la première séance, parce que on peut avoir eu plusieurs séances préliminaires, on va dire, qui sont justement de l'ordre de la rencontre, mais
moi, dans ma pratique, en tout cas, si je m'engage, et aussi c'est comme une relation un peu contractuelle avec un ou une patient, je peux être amenée justement à énoncer un petit peu ce qui fait cadre, en tout cas, ce qui fait que on structure et ce qui fait qu'on va pouvoir permettre et limiter cet espace thérapeutique aussi, pour que une fois que les choses soient dites, soient mises un petit peu sur la table, dans le bureau, c'est ok, on commence à travailler, on commence à justement questionner, parler de son vécu, etc. J'avoue que c'est quelque chose que je fais rarement, rarement avec les adultes. Les enfants, notamment les petits, qui parfois ne savent pas ce que c'est qu'une psychologue, et ou ont pas trop compris, ou veulent pas trop comprendre pourquoi maman ou papa les a amenés là. Essayer de, raconter un petit peu, donc dans des mots pour enfants, psychologue c'est quelqu'un qui va essayer de comprendre ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qui fait peur, pourquoi des fois on fait des choses sans faire exprès, et en discuter pour voir si on peut trouver un moyen d'aller mieux et de se sentir un peu mieux dans sa vie. Donc maintenant que tu sais ça, est-ce que t'as une idée de pourquoi maman t'a amené ? Et donc, et puis, après cette introduction du métier de psychologue, je dis que je suis soumise au secret. Que ce que j'entends, je le raconte à personne. Que si maman ou papa assistent à certaines séances ou certains bouts de séances, maman ou papa est soumis au secret et on demande de pas en parler à l'extérieur. Que c'est un endroit où ça lui appartient. Et je redis, les deux règles, donc c'est moi je suis soumise au secret, pas lui. Lui il peut raconter ce qu'il veut à qui il veut. Et il y a la notion de respect, que je vais respecter tout ce qu'il va me dire. Je suis pas là pour gronder, je suis pas une maîtresse, je suis là pour écouter et essayer de trouver des solutions. Et c'est avec les adultes, c'est rarissime que je ressente le besoin de spécifier. Maintenant, en discutant avec toi, je me dis peut-être que de temps en temps, je pourrais. Et l'autre situation où je peux remettre le cadre, c'est dans des thérapies de couple, où il peut y avoir des dissensions, et je peux redire, ok, on se respecte, on se coupe pas la parole, on lève pas la voix. On entend qu'on touche des choses compliquées, mais donc là il y a des choses qui, mais en thérapie individuelle c'est rarissime qu'un patient lève la voix. Enfin c'est donc voilà, c'est pas un besoin que je ressens. Ouais, je comprends. Alors moi je sais pas comme quelque chose de certaines règles que j'énonce ou par exemple moi la question de lever la voix. Ce sera pas quelque chose que je vais dire que voilà c'est interdit ou quelque chose comme ça, parce que justement ça serait intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment il faut pas qu'en fait le cadre justement stoppe toutes les attaques. Enfin faut pas que le patient il se retrouve figé sur sa chaise sans pouvoir soit se lever, soit quitter d'un coup la pièce, soit revenir. Enfin moi j'ai tendance quand même à laisser place à tous ces mouvements qui peuvent arriver. Pour les enfants aussi, je donne un cadre qui est pas forcément le même que je peux donner aux parents des enfants, puisque justement l'espace que je vais créer avec l'enfant, il va falloir quand même qu'il y ait une alliance avec les parents et que ceux-ci vont prendre plus ou moins de place en fonction des situations dans qu'est-ce que je mets au travail avec leur enfant, etc. Mais c'est vrai que voilà, moi dans ma pratique, j'ai toujours en tête ce qui se joue dans ce cadre-là, et je trouve qu'en fait, quand le cadre a été d'une certaine façon énoncé ou mis au travail, encore une fois, ça dépend avec quel patient, puis des fois certains c'est longtemps après que la rencontre s'est faite qu'on va parler de ce cadre-là. Des fois, ça peut être même des mois après, parce que justement, des fois, ça avait pas forcément de sens à ce moment-là. Et je trouve qu'en tout cas, voilà, le fait de l'avoir en tête, le fait d'avoir pu quand même le mettre au travail ou le discuter avec le ou la patiente, permet aussi que quand celui-ci peut être plus malmené, ou quand il se joue des choses du côté plus du transfert ou de la rencontre, ou ce que le patient ne vient pas alors qu'il est attendu, etc., je trouve que c'est une grande liberté du coup de pouvoir le remettre au travail. Cette idée que
c'était clair que ce patient savait qu'il était attendu à tel horaire chaque semaine, etc. Mais aujourd'hui, il ne vient pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après, ça va pouvoir exister dans les prochaines séances. Donc, c'est en ça que je trouve que ce cadre qui représente énormément de choses, que ce soit mon cadre interne, externe, la pratique, la théorie, etc., va vraiment faire fonction de structure, de permission, pour que se déploie le travail thérapeutique. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs points qui sont un petit peu des règles communes, ou en tout cas partagées par tous les psychologues. Par exemple, la question du lieu. Souvent, c'est quand même quelque chose que les psychologues ont en tête, en fait. Où est-ce qu'on exerce? C'est pas pareil, par exemple, si on exerce dans sa maison et que on a notre bureau qui est une annexe, si on exerce dans un immeuble avec plein de passages, est-ce qu'il y a 3 médecins généralistes, 2 psychiatres dans la même structure que nous, ou est-ce qu'il y a un énergéticien, une kinésiologue, enfin, tu vois, je trouve que ça peut amener plein de représentations aussi pour le ou la patiente, de même pour la salle d'attente. Un médecin généraliste qui a des créneaux tous les quarts d'heure et et du coup toutes les semaines le patient est confronté donc à une salle d'attente bondée, il peut croiser la boulangère, son ami d'enfance, etc. Ou est-ce que en face de mon bureau par exemple il y a une psychologue et du coup qui a aussi toutes les semaines à la même heure le même patient, donc ils se retrouvent face à face toutes les semaines en attente de leur séance. Je trouve que ça n'a pas du tout la même signification. De même pour la salle, enfin vraiment le lieu où on reçoit. Est-ce qu'il y a beaucoup de décoration? Est-ce qu'il y a des photos de nos vacances en famille? Est-ce que justement il y a un canapé ultra confortable avec des petits coussins? Est-ce qu'il y a des chaises où on se tient tout droit? Enfin, tu vois, je trouve que c'est quelque chose qui a vraiment du sens, nous en tant que psychologues, plus particulièrement à être pensé. De ce que le patient va pouvoir peut-être s'imaginer, peut-être un peu se projeter sur la personne qu'on est, sur notre accueil, etc. Alors c'est rigolo parce que donc j'ai 2 lieux. Ouais. Donc chronologiquement le premier dans lequel je suis arrivée c'est à Besançon. Et donc je partage le cabinet d'une ostéopathe qui donne des cours, et donc il me loue son cabinet pendant qu'elle donne des cours. Et donc c'est elle qui a créé le lieu. Et du coup c'est des jolies chaises rondes, et toute la déco est en noir et blanc. Et c'est quelque chose qui que j'aurais pas choisi. J'aime bien les couleurs, j'aime bien les couleurs un peu chaudes, ou un peu joyeuses. Mais c'est fonctionnel, c'est propre. Et au début, c'était un cadre dans lequel je me sentais un petit peu presque intruse, mais fonctionnel. Et puis maintenant, c'est quelque chose à quoi je m'y suis complètement habituée et dans lequel je suis bien. Et bon, c'est pas représentatif de moi, mais je peux le faire. Et donc, mon deuxième lieu, c'est à Maison Lafitte. Et donc là, c'est moi qui ai pris possession des lieux. Et donc, c'est une petite pièce qui est en sous-sol, et donc sans fenêtre. Et j'ai mis une tenture pour mettre un petit peu de couleur et un petit peu réchauffer. Et j'ai mis des meubles en bois et des fauteuils confortables en cuir. Et j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu cosy, d'un peu un peu coucounant. En tout cas c'est la volonté que j'y ai mis. Et ça m'est arrivé que des patients que je voyais à Besançon, pour une raison ou pour une autre, viennent 1 ou 2 fois à Maison Lafitte en disant « Oh, on est bien ici !» Et ça me fait plaisir. Alors peut-être qu'il y en a qui pensent le contraire et qui juste me le disent pas. C'est très possible. Mais c'est vrai que il y a un plus dans le lieu que j'ai créé. Et comme certains, du coup, oui, pourraient être assez déstabilisés de te voir dans un autre lieu, avec justement plus d'éléments de toi.
Parce que peut-être que justement cette décoration en noir et blanc, etc., ils peuvent projeter l'idée que c'est ce que tu avais envie de donner comme ambiance à cette salle. Peut-être, je ne sais pas. Je pense que ça... Que c'est clair que c'est pas ta salle. Voilà, je pense qu'il y en a peu qui... Parce que la façon dont je m'habille, la façon dont je gesticule, je suis pas une... Enfin, je suis pas une fille très sérieuse, Ouais. je pense. Et du coup, à chaque fois, donc, quand tu rencontres un patient, donc, est-ce que c'est forcément dans ta salle où tu consultes, ou est-ce que justement, parfois, tu peux être amené aussi à sortir de cette salle, en dehors de justement passer d'un lieu à l'autre entre Maison Lafitte et Beson? Alors, il y a tous les... j'ai envie de dire les interlieux que sont le couloir, la salle d'attente, les escaliers. Des fois, il se passe des choses dans ces interlieux. Et ça pourrait être quelque chose... en général, je commence ma consultation par « Comment allez-vous ?» Et c'est arrivé que quand je vais chercher la personne à la salle d'attente, elle me demande « Bonjour, comment ça va ?» Et au début, spontanément, je disais « Bien, merci » ou équivalent. « Et vous ?» Et ça arrive que la personne, quand je demande comment ça va, elle fond dans larmes. C'est pas tous les jours, mais ça arrive. Et donc, j'attends qu'on soit dans le bureau, que la porte soit refermée pour demander comment allez-vous, systématiquement, pour protéger le quelque chose. Donc déjà, il y a les interlieux qui peuvent être tout un sujet. Et sinon, pour la consultation en elle-même, ça m'est arrivé ponctuellement de le faire dans un petit parc qui a pas loin de mon bureau. La première fois que ça m'est arrivé, c'était pendant des travaux, parce que mon lieu de consultation est en rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. Personne du dessus, je sais pas ce qu'elle fabriquait, mais elle y allait au marteau-piqueur pendant des heures. Enfin, c'était quelque chose, c'était pas possible de travailler en dessous. Et donc, j'ai proposé à mon patient d'aller dans le parc. Et donc, alors, d'habitude, j'ai un bloc, je prends des notes. Et là, pour essayer d'être un petit peu plus discrète, et que j'avais pas de bloc à la main. Donc, on était assis côte à côte sur un banc public, devant le toboggan. Et enfin, il y avait... c'était un endroit, il y avait personne à moins de 5 mètres. On parlait pas trop fort. Et il y avait les pigeons qui se posaient, qui redécollaient. Ça change. Mais... et je pense que ça s'est bien passé. Et je pense qu'il aurait pu aussi refuser et reporter, ce que j'aurais compris. Et en l'occurrence, il a pensé que c'était mieux que rien, même si c'est un petit peu hors cadre. Et on a fait une chouette consulte. Et en même temps, ça montre que du coup, tu as pu transposer ce cadre ailleurs. Ouais. Ouais, je pense que le cadre, il est d'abord dans ma tête. Et qu'à partir du moment où je le pose, donc j'en reviens aussi au moment, il peut être là. Et puis ce parc, je l'ai réutilisé quand pour une patiente en fauteuil roulant, parce que mon lieu s'accède avec des escaliers, et donc pour elle c'était pas possible, et donc en discutant, on a convenu de faire nos rendez-vous donc dans ce parc. Et oui, je pense que c'est pas idéal, c'est dans l'idéal, j'offre une confidentialité, quelque chose de plus fermé, de plus protecteur, mais à la guerre comme à la guerre, et quand il n'y a pas la possibilité, on fait ce qu'on peut avec ce qui est possible. Et je pense que oui, enfin, si la personne est d'accord, je peux faire cet effort avec plaisir. Je pense qu'il est intéressant, c'est en plus peut-être d'être assez fine dans l'observation de ce qui va justement exister par rapport à cette transposition du cadre, un petit peu quel va être le matériel clinique en fonction de... On peut être dans un bureau fermé, très contenant, et pour autant la personne peut se sentir insécure quand même, ou avoir peur de cette zone fermée. Est-ce que la porte est fermée, ou est-ce qu'on entend dans la salle d'attente ce qu'on dit, etc. Comme quelqu'un peut être dehors
Il y a des enfants qui crient au loin et pour autant avoir fermé sa porte, justement. Se sentir quand même dans un espace clôturé, dans un espace contenant que tu peux apporter. Et je trouve que c'est ce qui peut être pertinent aussi, d'avoir en tête de ce que ça peut faire vivre ou pas potentiellement ce cadre-là, ce qui se passe dans la salle, ces objets-là. J'ai un petit peu des tableaux dans ma salle, certains les trouvent très apaisants, d'autres angoissants, d'autres ça leur parle, ça leur rappelle la maison qu'ils avaient en Italie, enfin... Et j'ai plein d'autres choses aussi dans ma salle, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai en tête qu'il y a ces tableaux, et que j'ai en tête ce qu'ils peuvent potentiellement signifier d'une personne à l'autre. Et en fait, de toute façon... Ce questionnement sur ce lieu, ce cadre, etc., c'est du matériel clinique pour moi. Parce qu'en effet, c'est pas pareil de regarder ce tableau en se disant qu'il est très anxiogène, ou en se disant que c'est agréable de regarder cette couleur, ou que son papy dessinait aussi des fleurs quand même de telle façon. Merci d'avoir partagé ce moment, cette première partie en notre compagnie. Comme prévu, la seconde partie est déjà en ligne et elle est super intéressante sur la question justement de combien ça coûte d'aller voir un ou une psychologue ou qu'est-ce qui se passe avec l'argent en thérapie. À de suite.